Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1 la librairie de l'Odève. Le principe de ces rencontres est de permettre de découvrir un auteur, un artiste, à l'occasion d'un échange en public sous forme de débat, de discussion, de conférence. La librairie 1.1 accueille aujourd'hui M. Georges Roch. Georges Roch, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez participé à la rédaction du Lexique amoureux de Montpellier, ouvrage réalisé sous la direction de Julie Déco et paru aux éditions Kern. Un petit mot sur votre implication dans cet ouvrage ? Je dois le fait d'y avoir participé à l'amicale pression de Julie, qui m'a su convaincre, moi et tous les autres, de participer à ce joli projet. Alors mon implication, ça a été celle de tous les auteurs, c'est-à-dire de choisir quelques thèmes et de les traiter, en espérant que tout cela soit très divers, très foisonnant, ce qui est, je crois, le cas. Alors moi, j'ai pris un certain nombre de thèmes, je ne pense pas en reparler là, parce que j'en ai parlé samedi dernier, en essayant chacun d'avoir sa spécificité tout de même. Je crois que nous y sommes arrivés. Je rappelle, vous êtes docteur en géographie, vous avez enseigné à l'université de Montpellier et aussi à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Oui. Vous êtes l'auteur d'un précédent ouvrage consacré au Languedoc-Roussillon intitulé « Paradoxe en Languedoc-Roussillon, une région surfaite » aux éditions Kern aussi. Vous êtes arrivé il y a 30 ans dans la région, à Montpellier. Votre livre, aujourd'hui, Illusion régionale, n'est évidemment pas un roman, n'est pas une thèse universitaire. Alors est-ce un constat, une étude, une critique des lois de décentralisation ? Comment situez-vous votre livre ? Ça n'est pas un roman. C'est ça, parce que pour deux raisons. La première, c'est que le sujet ne s'y prête pas et qu'ensuite je ne sais pas faire. Chacun son métier. Moi, je suis un écrivain et pas du tout un écrivain, si vous voulez. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question, en effet, mais je pense que ça pourrait être presque un récit. Sauf que le récit, en général, ça concerne des humains. Et que là, c'est le récit de quelques lois et de cette réforme. Je raconte la vie de la mise en place de cette réforme dans toutes ses dimensions. Et à cet égard, c'est peut-être alors plutôt, un essai. Mais ça n'est pas une thèse. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. La thèse, j'ai déjà donné. Je ne recommencerai pas parce que c'est vraiment un moment difficile. Alors dans ce livre, vous abordez les questions géopolitiques des nouvelles régions et particulièrement celle de l'Occitanie. Et quelle est l'intention ou quel a été l'élément déclencheur pour écrire cet ouvrage ? Alors pour l'ouvrage ou pour le choix de l'Occitanie ? Les deux. Bien sûr, oui. Alors, je commencerai par le choix de l'ouvrage. Le choix de l'ouvrage, c'est que les géographes, et le géographe que je suis quand même toujours un peu, observent toujours l'évolution de l'organisation du territoire. C'est d'autant plus intéressant, d'autant plus facile que ça change tout le temps. Sauf que là, ça s'est brutalement accéléré avec non pas Macron aujourd'hui, pardon du lapsus, mais ça a commencé avec Hollande. Tout le monde oublie que la loi Nautré, c'est Hollande qui l'a lancée. Elle a ensuite été plus ou moins remaniée par Sarkozy et Balladur, et elle est mise en place maintenant par, les ministres du gouvernement Macron. Donc pourquoi alors c'est parce que là, maintenant, on a plusieurs lois en cours de route, en cours de mise en place plus précisément, et aussi parce que la situation internationale, cette fois, nous interpelle violemment. Le français a souvent la mauvaise habitude de se réfugier dans le passé, et donc dans l'organisation ancienne. On a bien vu, j'y reviendrai tout à l'heure, comment les anciennes structures ont résisté à la mise en place de cette nouvelle loi. Donc là, on ne peut pas y rester, parce que la France, notre France, est tout de même prise dans des contraintes internationales qui font qu'il faut changer quelque chose dans notre organisation territoriale pour répondre aux nouvelles contraintes des échanges internationaux. Alors on reviendra un petit peu plus tard effectivement sur les implications de cela. Si on se souvient bien, on prend l'histoire de la décentralisation. Elle remonte à des périodes quasiment de la création de la République. La question a toujours été de savoir comment organiser le pouvoir et les différents pouvoirs, décentralisation, concentration. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que la décentralisation ? La décentralisation, c'est à la fois une vieille histoire et un bel espoir.
Qu'est-ce que c'est que la décentralisation? Qu'est-ce que ça devrait être plus précisément? C'est de mettre les décisions qui concernent les habitants, les citoyens, hein, à proximité des citoyens. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui soit trop éloigné, qui soit trop loin, qui soit en particulier à Paris, mais qui soit à portée d'engueulade, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais c'est une vieille histoire, ça ne remonte pas seulement à l'après-guerre, hein. Ça remonte à la Révolution française. Puisque c'est la Révolution française, c'est le décret, j'ai oublié le nom, de 1790 qui a créé les départements. Hein. Et donc là, c'est une très vieille histoire, mais qui bégait, en quelque sorte. On n'a pas encore réussi, même si on a quelques effets, à faire en sorte que le pouvoir soit proche des habitants. En fait, le terme décentralisation, c'est une façon de nommer l'organisation de l'État et des répartitions des pouvoirs. En effet, oui. Alors, sauf que ça a une incidence très forte sur le domaine économique aussi. C'est-à-dire il n'y a pas que le domaine politique et administratif, il y a aussi le domaine politique, le domaine économique, qui ne répond pas aux mêmes règles, mais qui est lui aussi contraint de prendre en compte cette décentralisation. Sauf que pour le domaine économique, ça se joue entre l'international et le local. Alors, on verra ces étapes effectivement d'économie, mais est-ce que vous pouvez, en grande ligne, pas forcément datées, mais nous expliquer quelles sont les différentes étapes de la décentralisation? Alors, si on prend les étapes qui ont encore du sens, je pense qu'effectivement, il faut intégrer les départements, les communes, donc la Révolution et le début de l'Empire. Mais je ne vais pas remonter jusque-là. On va revenir à la libération, finalement, avec déjà ce qu'a entrepris ou a tenté d'entreprendre le général de Gaulle en proposant de supprimer le Sénat. C'est ce qu'il a fait. Il a lancé un référendum, comme le référendum est à la mode, parlons-en. Il a lancé un référendum et il a perdu. Et lui, il est parti en 69. Donc c'est une histoire délicate. Et le Sénat a les dents très aiguisées en ce moment, ce qu'on peut comprendre, même si son existence n'est pas mise en cause. Alors, les différentes étapes, c'est la libération, c'est surtout les années 60 avec, je ne cite même pas, avec Éric Antoine, qui a vraiment pensé la décentralisation, si vous voulez, et ça a été repris de manière forte, disons autour des années 80, 82, avec la loi Defferre. Avec la loi de Gaston Defferre, qui a quand même posé les bases de cette décentralisation administrative, hein, je dis bien, au niveau des régions, en donnant du pouvoir aussi, face aux régions, aux préfets. Ça, c'est une question fondamentale dont on parle finalement assez peu. Le préfet, c'est l'État en région, et c'est l'État partout. C'est lui qui parle en premier partout, sauf à Montpellier, puisqu'il y avait un certain Georges Frêche. Alors village, ville, commune, communauté de communes, intercommunauté, pays, département, région, et aussi métropole, ville-monde, et bien sûr l'État et l'Europe. Souvent ces strates sont montrées du doigt, comme étant un millefeuille administratif, car aux compétences souvent compliquées, incomprises ou imbriquées. Justement, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes des différentes compétences de ces différentes strates ? Alors c'est extrêmement compliqué, même s'il y a eu un effort de simplification qui n'a pas réussi pour l'instant. En résumé, je dirais que la simplification pourrait vouloir dire, dans une situation complexe, la disparition de certains échelons, mais c'est assez difficile. On a beaucoup parlé de la disparition des départements en 2016, mais bien entendu, il y a eu une levée extraordinaire de boucliers avec le grand débat, qui utilisait les arguments des Gilets jaunes. Donc tout ça a bien changé, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais là, le problème, c'est que les compétences, on a essayé de faire en sorte qu'elles ne soient plus croisées. C'est-à-dire qu'il y avait la clause de compétence générale qui faisait que toute collectivité pouvait prendre des décisions dans tous les domaines. Enfin, je simplifie beaucoup. Or là, on a essayé de dire le domaine, par exemple, international, le domaine de la promotion internationale, c'est la région, qui a créé une agence régionale pour l'international. Le problème, c'est que, donnant cela aux régions, on ne l'a pas interdit aux autres. Ce qui fait que, vous voyez la complexité des choses, ce qui fait que les métropoles, par exemple, en particulier, ont gardé une organisation internationale. Alors, le principe affiché, c'est qu'on simplifie, la réalité, c'est que ça reste complexe. Voilà.
Et l'État, par rapport à ça, du coup, qu'est-ce que... Alors l'État Parce que si elle délègue la région et portée internationale... Alors l'État, et là je le dis à titre très personnel, est fort heureusement présent partout, encore ou presque, et il exerce son contrôle de légalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi par rapport à la loi, et c'est l'État qui est évidemment le gardien du respect de la loi. Alors toutes ces compétences devraient être simplifiées, mais sont terriblement imbriquées. Elles ont été réparties et ventilées en principe aux différents niveaux. Donc, alors l'État, bon, je n'en parle pas parce que là c'est pas décentralisé. Les régions, les départements et les intercommunalités. Les communes qui ne sont pas en intercommunalité, bien sûr, et puis, et peut-être surtout, depuis quelques années, enfin depuis 2015-2016, les métropoles. Et cette clarification des rôles, elle est venue à partir de quelle loi ou quelle application de loi ? Ah ben c'est la loi NOTRe, c'est vraiment Nouvelle Organisation du Territoire, NOTRe, Nouvelle Organisation territoriale de la République. De la République, oui, merci, j'avais oublié le sens. Oui, alors il y a cette loi-là, il y a la loi MAFPAN également, qui concerne les métropoles, et donc tout cela a été redéfini dans ces deux lois, et on en est effectivement à la mise en place, qui pose quelques difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les événements récents, enfin disons de l'hiver dernier, et ce qui se passe actuellement. Alors, dans votre livre, vous intégrez l'échelle européenne, mais en quoi disposer de 22 régions a moins de pertinence que 13 ? C'est une question, c'est une bonne question d'abord. C'est une question qui pose le problème du poids de chacun des interlocuteurs. Il est bien évident que les 22 régions françaises prises une à une ont moins de poids à Bruxelles, enfin à Bruxelles ou à Strasbourg, que n'en ont les 13. Sauf que les 22 étaient tout de même organisés avec un comité des régions françaises, et pouvaient donc parler, et c'était Jacques Blanc qui en était le président un certain temps, mais il y a longtemps. C'était avant Frêche. C'était avant Frêche, c'est lui qui était président du conseil régional jusqu'en 2004, sauf erreur de ma part. Je suis un peu fâché avec les dates, m'en excuserez, je crois que c'est ça. Donc c'est lui qui présidait ce conseil-là. Alors l'idée, c'est que les régions françaises soient plus écoutées et mieux écoutées à Bruxelles, d'une part, parce qu'elles ne sont plus de 13 au lieu de 22, effectivement, mais surtout parce qu'elles doivent exprimer une spécificité régionale. C'est-à-dire qu'elles doivent bien dire ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent faire, ou ce qu'elles peuvent espérer faire. Il s'agit en fait d'assurer une promotion, je n'aime pas beaucoup le terme, j'en trouve pas d'autre, des différentes régions pour qu'on puisse attirer les entreprises internationales ou nationales d'ailleurs, de manière à ce que les chefs d'entreprise pensent à s'installer là. Ceci dit, la décision reste au pouvoir économique. Il ne faut pas oublier de le dire, le pouvoir administratif d'État, des régions, ne peut être qu'incitatif. Mais il peut être fortement incitatif. Mais il n'est pas décisionnel. Il ne peut pas être décisionnel. Alors, vous évoquez aussi dans le livre, et là, l'exemple de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranéen. Vous évoquez que dès 2004, Georges Frêche, qui avait un attachement particulier pour nommer les choses, a essayé d'imposer le nom Septimanie. Vous citez page 133, Amélie Nothomb. Nommer les choses, c'est leur enlever leur danger. Ou Albert Camus, ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Et alors vous avez un chapitre, enfin vous consacrez un chapitre assez important sur justement cette recherche de noms. Pouvez-vous résumer un petit peu, surtout celle qui nous intéresse autour de l'Occitanie ? Alors, nommer les choses, c'est effectivement très important pour savoir de quoi l'on parle. Mais là, le choix du nom, enfin, je vais parler d'abord de ce qu'a tenté de faire Georges Frêche, pour dire que c'était une bonne idée de donner un nom commun. Sauf qu'il a choisi, étant donné qu'il était historien, oui, il est mort, donc il était historien du droit romain, il a cherché à avoir un nom avec des références historiques sérieuses et profondes. Et il a trouvé le nom d'un vieux royaume barbare, celui des Volques arémoniques, n'est-ce pas ? Et c'est ce nom de Septimanie qui regroupait les 7 évêchés qui couvraient une partie de la région actuelle, enfin, du moment, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon.
les 7 évêchés, d'où les 7 étoiles, les 7 étoiles sur le drapeau. Sauf que la Septimanie ne couvrait pas le pays catalan. J'étais ce jour-là, je commence à mon âge à avoir des souvenirs personnels, en pays catalan, et ça a été extraordinaire. Les gens sont sortis immédiatement dans la rue pour dire leur mécontentement. Alors, septicémie, septicémie, enfin tout cela a été dit. Donc, tout cela a été mis en place avec des dépenses non négligeables, pour ne pas dire plus, d'affichage sur les établissements publics, sur les TER, sur les lycées. On a mis Septimanie partout. Et puis là, et il le dit lui-même, Frêche a dit « je ne suis pas idiot », quelque chose comme ça, je sais reconnaître mes erreurs, je me retire. Je crois bien que c'est la première fois qu'il a reconnu faire une erreur. Enfin, ça, il faudrait vérifier quand même. Oui, donc ça a été abandonné. Hein. Et donc, on en arrive maintenant à 2016, donc au choix d'un nouveau nom, parce que la région a pris une autre extension, puisqu'elle a intégré... beaucoup plus grande que ce que était plus le vaste, Languedoc-Roussillon. mais pas plus peuplée. On est à peu près, enfin à quelques centaines de milliers près, à égalité entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Hein. Mais donc il y a cette affaire du nom, du choix du nom. Et là, on a eu tous les épisodes. Je ne vais pas les rappeler tous parce que ce serait beaucoup trop long. Mais il y a eu un comité du nom qui a été créé avec des tas de gens sérieux, des scientifiques, Rémi Pêche par exemple, qui est un professeur d'histoire connu et reconnu à Toulouse et à Montpellier, des professionnels, des représentants des différentes langues régionales. Et ce comité a proposé plusieurs noms. Et en schématisant, moi j'étais au premier colloque en tant qu'observateur, qui s'est passé à Narbonne. C'était un colloque de l'association Pays Nostre, j'espère l'avoir bien prononcé parce que je ne suis pas occitan, et on en était sorti. Alors il y avait Onesta, il y avait Sorel, il y avait tous ces gens-là, avec l'idée que ça ne pouvait être que Languedoc, évidemment. Avec une méconnaissance volontaire ou pas de l'histoire réelle, le Languedoc, ce devrait être l'espace d'extension de la langue d'oc. Et ça, c'est faux. La langue d'oc, elle va de l'Atlantique à l'Italie, en intégrant le Val d'Aran, par exemple. Donc, le Languedoc, ça ne peut pas être ça. C'est trop petit, d'une part, dans un sens. De l'autre côté, c'est trop grand, parce que ça intègre les pays catalans, à nouveau, décidément, hein, nos amis catalans, c'est toujours un problème. Enfin, c'est parce qu'il y a une identité forte. Hein. Et puis, ça n'intègre pas ce qu'on dit peu souvent, certaines communautés gasconnes de l'ouest de la région. Donc, ce nom a dû être ensuite corrigé pour intégrer le pays catalan. Mais c'est quand même un nom qui a fini par être accepté, hein, comme toujours, mais qui pose des tas de problèmes, comme tous les noms. Quand on pense à la Nouvelle-Aquitaine, c'est la même chose. Toutes les régions ont été confrontées. J'arrive de Limoges, ils ne se sentent pas complètement aquitains, même s'il y a eu des monarques aquitains, des rois aquitains, des ducs, qui avaient des origines là-bas. Bon, donc c'est toujours difficile, et puis j'ai envie de dire, c'était assez amusant à suivre, c'était amusant à critiquer, mais ça s'est fini par être accepté. Et l'important, c'est que ça fonctionne. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Pardon. En quoi ce découpage est pour vous parfois un non-sens géopolitique, où il semble que le regroupement des anciennes régions se fait plus en adéquation avec les objectifs économiques, mais pas forcément avec ceux de l'histoire des territoires, évidemment. Alors c'est même un peu différent. Et là, je parlerai surtout de l'Occitanie, hein, parce que ça n'est pas le cas partout, mais c'est toujours présent. C'est que le choix des limites de l'extension de la région, c'est un choix politique. Je crois que c'est à peu près reconnu aujourd'hui. Dans le petit groupe de grands élus, sans doute, mais moi je ne le sais pas, qui réunis autour de François Hollande sur un coin d'un bureau du Palais de l'Élysée, on a pris cette décision-là avec d'autres, parce qu'à ce moment-là, il y avait des études, des sondages, mais parfois il y en a qui peuvent être utiles, qui montraient assez nettement que si on ne changeait pas le périmètre de la région Languedoc-Roussillon, il basculait du côté du Front National.
Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est un peu difficile et je ne risquerais surtout pas à faire des pronostics. Donc il fallait l'associer à une autre région qui aurait atténué ce danger, qui l'a atténué d'ailleurs, la preuve. Donc on a pris Toulouse. Mais ça aurait pu être bien d'autres régions, mais j'en parlerai si vous le souhaitez. Allez-y. Alors, il y a une vieille histoire à ces regroupements régionaux. Le tout premier, enfin le tout premier, non, un des plus importants, c'est ce qu'on appelait le Grand Delta. C'était une proposition de la DATAR, je ne vais pas être trop technique, d'un groupe d'experts, si vous voulez, qui proposait de faire Lyon, Perpignan, Nice. Avec l'idée qu'on avait là le Val de Rhône, enfin la vallée du Rhône, qui est vraiment le grand couloir de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, et la Méditerranée. Ça fait un joli carrefour, effectivement. C'était une possibilité qui a été abandonnée pour une raison essentielle, c'est que dès qu'on a parlé de Lyon, tout le Sud a retrouvé son unité. On ne voulait pas voir les Lyonnais venir se mêler des affaires du Sud. Je caricature un peu, mais ce n'est pas totalement faux. Alors ensuite, il y avait une autre possibilité qui était de faire un grand Sud-Ouest entre le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine. À ce moment-là, on aurait pu penser à un grand Sud-Ouest, d'autant que cette grande région, elle est quand même parcourue par ce que l'on appelle l'isthme gaulois, qui a été emprunté déjà par des routes depuis fort longtemps, qui est souligné aujourd'hui, il y a quelques siècles quand même, par le canal du Midi, et puis qui devrait, ça j'y reviendrai peut-être, devenir un véritable axe d'échange. Il y a une autoroute, mais elle est déjà dépassée, et il n'y a toujours pas de TGV, avec une ambiguïté particulière, c'est qu'on fait le TGV Paris-Bordeaux-Toulouse, et on ne fait pas Toulouse-Montpellier. Ça pose problème pour la cohérence d'une région, quand on a des axes qui sont simplement des axes qui s'en écartent et qui n'y convergent pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'ailleurs, puisqu'on en parle, cette loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, quel est réellement, ou à votre sens, son objectif? Est-ce que c'est uniquement des raisons économiques? Non, et c'est là qu'est l'ambiguïté fondamentale. C'est-à-dire que comment simplifier des choses qui sont complexes? C'est déjà compliqué. Mais il y a surtout deux objectifs principaux. Il y a un objectif économique dont on a un peu parlé et sur lequel je peux revenir si vous le souhaitez, mais il y a aussi un objectif social. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la situation des habitants s'améliore et que la relation à l'administration soit plus facile. Donc, je vais prendre un exemple tout de suite. Dans un cas, relations internationales, en termes d'équipement, d'organisation du territoire, on a des aéroports et des TGV, grosso modo. En termes de mobilité, c'est autre chose, c'est en train d'être mis en place avec la loi qui va sortir, qui s'appelle la loi d'organisation de la mobilité, la loi LOM. Il s'agit de faire en sorte que les gens puissent accéder facilement à proximité des lieux dont ils ont besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout à l'échelle mondiale, voire ou européenne, c'est à l'échelle locale. En fait, on modernise le fameux découpage des départements qui était 1 heure à cheval. Oui. On le remet au goût du jour à... Une heure en numérique? Oui, en principe, mais c'est pas, la loi n'est pas sortie, je ne vais pas m'avancer, vous devriez inviter Madame Gouraud. On réfléchit à faire en sorte que les services, mais alors lesquels de services, soient à proximité, à tant de temps des habitants. C'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que, même si vous regardez simplement, non pas seulement l'Occitanie, mais de Languedoc-Roussillon, à 40 km de Montpellier, il n'y a plus rien. Enfin non, pas vers le littoral, pas vers Sète ou vers Nîmes, bien entendu, mais les services se sont considérablement évaporés avec des villages qui sont véritablement... moi, je viens de traverser Rodez, là, hier. C'est une catastrophe. On voit des rues entières où les commerces sont abandonnés. Donc proximité, oui, mais c'est pas seulement parce qu'on pourra se déplacer, c'est aussi parce qu'on voudra rester là, on pourra rester là. C'est effectivement ce que préconise la ministre de la Cohésion, Jacqueline Gouraud, que vous évoquiez, voilà, qui parle de réinvestir les villages, d'arrêter l'extension de l'habitat, de protéger les terres agricoles. Mais elle s'appuie effectivement sur la clé du haut débit, ce qui parfois peut être un paradoxe en disant que le numérique déshumanise sous prétexte de rapprocher à distance des gens via écran interposé.
Mais il y a aussi l'appui d'une association, je crois que ça s'appelle Groupe SOS, qui veut implanter des cafés sur la base d'économie solidaire et sociale. Le fameux thème 1000 cafés. Donc, est-ce que l'on peut imaginer, justement, dans ce type de démarche, avec la concurrence entre les régions qui peuvent être aussi économiques, est-ce que ça ne vient pas mobiliser le pire ou pas forcément le meilleur sur cet aspect, justement, de recherche de proximité sociale? Alors, c'est là aussi, bon, mais tout est important, mais là, la recherche de cette proximité, elle n'est pas seulement technique ou de service. C'est fondamental, c'est important, mais elle est aussi de lien social. Tout ce que je lis, c'est sur des intéressant, important, des affaires d'aménagement, d'outils, de proximité, ainsi de suite. C'est fondamental. Mais quand on pense à certains villages, même s'ils avaient, ce qui est le cas parfois, tous ces équipements, ça ne suffit pas. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de vie locale. Hein. Il n'y a plus de vie locale. Quand on vous fait arriver 2000 habitants, et je ne citerai pas le village, parce que bon, dans un village qui en compte 6000, c'est la vie du village qui est complètement bouleversée, même si on a les infrastructures pour aller travailler ailleurs, ou qu'on a le service de santé à proximité. Donc, cette dimension-là, on l'a dit, mais on ne fait rien. Et l'affaire des cafés dont vous parlez, c'est peut-être bien dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est-à-dire que les gens continuent à ce qu'il y ait d'un vivre ensemble. Et ça, c'est pas simple, évidemment. Puis ça ne se règle pas en installant une ligne de tram. C'est-à-dire qu'il faut, ou une ligne de TGV. Ou une ligne de TGV, par exemple, ou un TER. Il faut aussi, et ça c'est très compliqué pour les petites villes et pour les intercommunalités, il faut imaginer quelque chose qui ait du sens pour les habitants. Pas seulement de l'utile, c'est ça que je voudrais dire. L'utile est indispensable, mais le convivial l'est aussi. Enfin, le convivial, je ne sais pas ce mot, mais enfin, le vivre ensemble, c'est très important aussi. Et comment justement, en tant que géopoliticien, parce que géographe certes, ça permet l'aménagement du territoire, mais comment peut se mesurer ou comment peut se réfléchir la création du lien social au-delà des infrastructures? Comment ça s'impulse, ça? Par le politique, d'une part, puis on est en plein dedans, puisqu'on est à quelques mois d'élections municipales. Bon, j'ai consacré un bouquin qui va sortir au municipal à Montpellier, donc ça, on peut en parler. Non, alors évidemment, par le politique qui est décisionnel, et c'est là qu'intervient le monde associatif. Il est évident que les initiatives locales, et je suis ravi de participer à l'une d'entre elles, hein, je vous en félicite, est très important, et sans cette association du politique à l'associatif, je crois qu'on fera des choses, mais elles risquent d'être un peu incomplètes. Et justement, si en intégrant le politique, comment, lorsque vous évoquiez au début de cet entretien, la complexité et puis surtout les imbrications des différents pouvoirs, comment réussir à construire du lien social sans faire en sorte que ce ne soit qu'une guerre d'ego entre les différents politiques et leurs représentations ou leurs pouvoirs? Alors, je ne sais pas ce qui se passe à l'ODEV, et je n'interviendrai pas, mais suivant de près ce qui se passe... C'est encore trop tôt. Oui, c'est encore... Non, mais nous, à Montpellier, c'est pas trop tôt. Ayant surtout regardé, effectivement, là, les grandes agglomérations, les rapports entre les départements et la région, les métropoles, la région et les métropoles entre elles, je peux vous dire que la fin des égaux, c'est pas pour demain. C'est clair, c'est net. C'est la citation que donne Emmanuel Négrier, là, que vous exactement peut-être tout à l'heure. Non, mais on peut le mettre, oui, effectivement. Oui, si vous voulez, hein, vous évoquiez, dans le livre, vous citez effectivement Emmanuel Négrier, entre le radicalisme cassoulet ou le radicalisme historique, qui est, semble-t-il, empreint de ce que vous dites, les oppositions entre les deux grosses métropoles de l'Occitanie. Alors, Emmanuel Négrier, d'abord, c'est un prof de Sciences Po, hein, parce qu'il y a un Sciences Politiques à Montpellier. Ayant enseigné à Sciences Po Paris, je dirais qu'il n'est bon bec que de Paris, mais enfin, quand même, il y en a un à Montpellier. Et c'est lui dont on parle, qui parle très souvent au moment des élections, et qui a une analyse, à mon sens, très fine des rapports réels. Et alors, c'est lui qui constate, en effet, que les pratiques politiques en Languedoc-Roussillon, dans l'ex-Languedoc-Roussillon, sont à peu près à l'opposé des pratiques politiques
dans l'ex-Midi-Pyrénées. En gros, on dira Montpellier-Toulouse. Hein. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que Toulouse a quand même une tradition radicale socialiste cassoulet, parce que c'est à Toulouse, même si le meilleur cassoulet est peut-être à Castelnaudary, je n'en sais rien, enfin il y en a à Toulouse. Et donc ça veut dire que c'est plus rond. C'est-à-dire que les gens, les affrontements existent, hein, c'est obligé, et c'est heureux. Hein. Mais on arrive quand même à négocier, à faire un désaccord entre des gens qui sont en principe opposés. Ici, en Languedoc-Roussillon, c'est plus brutal. C'est plus brutal, mais ça date, c'est quand même relativement récent. Il faut bien le dire, tant pis, on va encore me dire que j'en veux à Georges Frêche, pas du tout, ça a été un homme remarquable, mais c'est lui qui a instauré cette brutalité qui est terrible. Hein. Il a des citations, je vais te couper les couilles, hein. Voilà, c'est ça, c'est à ce niveau-là quand même hein, qu'il s'exprimait. Donc cette brutalité, elle est un obstacle majeur à un accord, enfin au moins à comment dirais-je, une possibilité de travailler ensemble, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Hein. Donc là, hein, alors ça se double évidemment maintenant des rapports entre les anciennes régions, entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et surtout, ça s'est quand même concentré sur la présidence de la région, vous vous rendez compte, une femme en Languedoc-Roussillon, en Occitanie, toulousaine de surcroît, et maire d'un petit village, Martres-Tolosane, près de Toulouse. Ça ne marche pas avec Montpellier, enfin, avec la région Midi-Pyrénées, avec la région Languedoc-Roussillon, pardon, où il faut un homme, un mec, maire d'une grande commune et d'une grande métropole. Bon, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je n'en sais rien, enfin, c'est totalement différent. Alors ça s'est donc doublé, en quelque sorte, d'affrontements violents. Et la Sorel a pris le relais hein, de la métropole de Montpellier contre la présidente de la région. Il y a des mots qui sont assez terribles de l'un par rapport à l'autre, surtout de Sorel par rapport à Delga, hein, puisque Delga réagit mais pas dans les mêmes termes. Mais en gros, la situation actuelle, c'est que Sorel dit, enfin il ne dit pas, il dit il vaut mieux être métropole que capitale régionale. C'est quoi la différence ? Moi, j'ai répondu que c'était les deux, on peut être les deux. Toulouse et les deux, d'une part. Et d'autre part, il dit ça parce qu'il n'a pas pu, parce que Montpellier n'est pas... Bon, on peut le regretter, ne pas le regretter, on pourra en parler si vous voulez, mais pas capitale régionale. Hein. C'est quoi la différence La différence, c'est que la métropole... Il y a deux métropoles, Montpellier et Toulouse, comme il y en a 22 en France. Hein, et la capitale, c'est la capitale de la région Occitanie. Le lieu administratif. C'est le lieu du pouvoir administratif régional. C'est ce qui fait qu'on a comme le Conseil européen d'ailleurs, on a des voitures entières, je ne sais pas comment ils se déplacent en fait, qui se déplacent de Toulouse à Montpellier, d'où les sessions qui coûtent à peu près 200 000 € pour une session au hall des expositions de Montpellier pour le Conseil régional. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne doit pas y avoir de ligne grande vitesse entre métropole alors, voilà, et Toulouse. On pourrait souhaiter qu'il y ait quelque chose. Bon, alors, quand on fait cette remarque, on dit oui, mais le Conseil de l'Europe, c'est pareil, entre Bruxelles et Strasbourg, c'est vrai. Et on oublie toujours, ce ne sont pas seulement les hommes, les élus qui se déplacent, sont aussi les dossiers. Et quand il y a une réunion à Montpellier, on amène tous les dossiers nécessaires. C'est ce qui fait que moi, j'ai proposé, j'ai appelé ça la carte du fou, de faire ces réunions à Carcassonne, non à Narbonne, pardon, parce que c'est vraiment à la confluence de tous les lieux, les axes de transport rapide, les autoroutes, la Méridienne, la 9, ainsi de suite, pas des TGV mais des chemins de fer. C'est un peu. Alors évidemment, on vous dit oui, mais il y a les vidéoconférences. Non, mais en France, pour l'instant en tout cas, les décisions politiques se prennent en présence physique. Pour l'essentiel, enfin un certain niveau de décision. Donc il faut que les gens soient là. Alors on a prévu de diminuer là aussi le nombre le nombre des élus au Conseil régional, mais surtout d'en modifier la désignation. Il devrait être pour certains d'entre eux en même temps et aussi conseillers départementaux. Alors vous voyez qu'on touche à un autre problème que je n'ai pas évoqué. D'ailleurs, dans un des titres de chapitre que vous avez dans le livre, vous dites des logiques et un découpage dépassé. Pourquoi est-ce que cette réforme, nôtre, est-elle mal engagée et mal conduite à vos yeux ?
Est-ce que c'est justement cette mise en avant des égaux des différents échelons disponibles? Pas seulement, naturellement. Pas seulement, mais en grande partie quand même. Mais c'est surtout parce que ces affrontements sont quand même souvent appuyés sur de vrais problèmes. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, c'est surtout, mais ce n'est pas seulement des questions d'individus et de personnes, c'est parce qu'il y a derrière des questions, voire des problèmes qui posent, qui effectivement dont on ne sait pas à quel niveau ils doivent être résolus, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très très clair dans la répartition des compétences. Pourtant, les compétences ont été réparties dans la loi Notret, dans la loi Waffman, mais elles sont quand même parfois contradictoires. Je vais prendre un autre exemple qui est celui du tourisme. La région Occitanie a créé un office régional du tourisme qui était présidé par Virginie Rosière, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois. Et c'est donc à ce niveau-là que devrait se faire la promotion de l'Occitanie. Mais tous les départements et toutes les métropoles ont gardé des offices de tourisme. Bon, pourquoi pas? Mais enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on favorise, quoi? Et ça dépend peut-être du public que l'on vise. Il me semble clair que si on vise le public, les tourismes internationaux, c'est quand même les conseils régionaux, le niveau régional qui devrait... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes peut-être une des toutes premières régions, enfin la France, pardon, est une des toutes premières, un tout premier pays en France pour le nombre de touristes, mais pas pour le nombre de touristes étrangers. Et pourtant, ceux qui dépensent de l'argent, le plus, ce sont des touristes étrangers. Alors voilà, là aussi, il y a des choix qui sont... Et on comprend, moi je comprends que le conseil départemental, que la région, que les métropoles soient concurrentes, mais on devrait quand même arriver à trouver un accord pour être efficace. Ben non, on cherche d'abord à exister. On sent dans vos propos qu'effectivement, les différents échelons qui devaient simplifier, et qui est un terme évidemment politique, qui laisse entendre que la simplification est égale à l'efficacité. Or, dans un monde de plus en plus complexe, le synonyme ou le rapprochement ne semble pas forcément pertinent. En tout cas, c'est ce que vous semblez dire. Alors, oui, c'est ce que je crois, c'est ce que je dis. La difficulté, c'est qu'on ne devrait pas se contenter de constater que les choses ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc, à partir de la situation actuelle, qui va évoluer, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, il serait bon peut-être de faire, non pas un audit, une analyse de la situation du fonctionnement des institutions actuellement pour voir ce qu'il faut aménager encore, plutôt dans le type de la répartition des compétences. Bien sûr, tout de suite, quand même bien français, beaucoup de gens disent cette réforme ne sert à rien, revenons à l'ancienne organisation du territoire. C'est le refuge du passé qui est totalement aberrant, on ne reviendra pas en arrière, mais peut-être y aura-t-il des aménagements. Bon. Sur une période actuelle qui est complexe avec une période électorale qui arrive, où souvent le candidat ou la candidate politique en campagne s'oppose entre la volonté qu'elle a particulièrement de mettre en place un programme et la réalité du pouvoir, du poste que la personne vise. Ça devient aussi assez complexe et ça ne simplifie pas forcément la compréhension. Du coup, ce que vous imaginez ou ce que vous dites aussi, est-ce que c'est plutôt que de repenser les institutions en les renommant, en redécoupant, en construisant sous l'œil d'un regard simplement des enjeux électoraux, comme vous évoquiez tout à l'heure, ou simplement politiques, ne serait-il pas temps de repenser les institutions sous le regard sociologique et géopolitique, ce que vous avez l'air de préconiser, que nos institutions soient représentatives, inclusives, citoyennes, afin qu'elles soient des lieux de démocratie représentative et participative? Est-ce que c'est une piste que vous préconisez pour améliorer en fait les découpages? Alors, il y a une chose qui me gêne, moi, mais qui devrait, mais ce n'est pas certain que ça se fasse, c'est la manière dont les responsables sont élus. Les intercommunalités, les communes sont élus au suffrage universel. Le président de la République est élu au suffrage universel. Les présidents des métropoles
ne sont pas élus au suffrage universel comme les sénateurs. Ils sont élus à un scrutin à 2 degrés, si vous voulez, des électeurs qui élisent ensuite. C'est du scrutin indirect. Voilà. Or, ce scrutin, il est en quelque sorte piégé, non pas par le droit, mais par la pratique. À Montpellier, à Toulouse et ailleurs, le président de la République, pas encore. De la République, pas encore. Le président de la métropole, c'est presque toujours, pas toujours, le maire de la plus grande commune. Souvent, effectivement. Sorel avait promis de ne pas faire les deux, il le fait quand même. Bon, donc là, il y a un problème de représentativité. Enfin, il me semblerait logique que le président de la métropole soit élu au suffrage universel comme tous les autres. Ça éviterait un certain nombre de jeux de pouvoir et de négociations entre les 31 communes de la métropole et la population. Alors, il est très important que les élus et les candidats prennent en compte ces différentes dimensions à propos de tous les problèmes que nous avons parlé, par exemple le dépérissement des centres-villes. Là, il faut et la perte d'identité des villages, bien sûr, et des petites villes où nous sommes. Et est-ce que justement la complexité ou le discours autour d'une pseudo-complexité ou une clarification nécessaire des différentes étapes ou des différentes élections auxquelles on participe ne serait pas aussi la nécessaire discours du politique lorsqu'il se présente justement aux élections et en plein dans une période électorale? Est-ce que justement le message n'est pas de leur faire passer et de leur dire clarifier les enjeux et le pouvoir que vous pouvez réellement détenir à la place que vous visez? Alors là aussi, c'est complexe aussi pour les candidats, parce que l'objectif de l'élection, c'est d'être élu. Ah bon? Non, on peut aussi chercher à être battu. Je ne sais pas, il y en a quelques-uns en ce moment au plan national dont on peut se demander. Bon, passons, trêve de plaisanterie. D'accord. Non, alors, donc, je crois qu'une des difficultés aussi, pardon, j'aurais beaucoup dit difficultés, mais c'est complexité, c'est vrai, c'est qu'une élection municipale, puisque paf, attentat. Ça y est, on va passer dans le noir à la bougie. Bon, c'est que les différents niveaux des responsables municipaux et autres bâtissent leur programme essentiellement, mais je peux les comprendre, c'est là que sont les voies à prendre, sur des projets locaux. Ou régionaux. Il faudrait au moins, et je crois que ça quand même ça progresse, que les propositions de programme, c'est parfait, les propositions de programme ne se limitent pas à la circonscription administrative de l'élection. C'est-à-dire que et je crois que ça commence à se faire, dans une élection soit d'intercommunalité, soit de métropole, on intègre dans ces programmes-là la dimension inclusive. Ça éviterait peut-être un certain nombre de difficultés. Ensuite, c'est pas facile. Je conçois que je ne sais pas combien de communes comptent l'intercommunalité où est l'ODEV, mais c'est toujours des personnalités, bien entendu, et heureusement, qui défendent leur territoire. Mais ils le défendront d'autant mieux, me semble-t-il, c'est facile à dire, je ne suis pas candidat, qu'ils prendront en compte un environnement plus large, même s'il reste fondamental, que ce qui est celui de leur commune ou de leur intercommunalité ou de leur métropole. Je crois qu'il y a une nécessité de prendre en compte cette imbrication des niveaux qui est quand même fondamentale. Est-ce que ça ne signifie pas aussi de remettre un peu une lisibilité plus complexe, puisque les choses sont déjà suffisamment imbriquées, et si on demande en plus aux candidats de remélanger les interactions entre les différentes strates, est-ce que ça viendrait simplifier cette idée? Alors ça ne la simplifierait pas, mais ça la rendrait peut-être plus efficace. Donc en parallèle, il faudrait, c'est d'ailleurs en grande partie fait, que les choses soient plus précises vis-à-vis des demandes individuelles des gens. Ça se fait, les gens sont orientés, mais faites faire une carte grise aujourd'hui. Enfin, vous voyez. Donc il faudrait que les cheminements des demandes des individus, là on change complètement de niveau, soient bien éclairés, bien précisés, en intégrant effectivement de la consultation à distance. Mais attention, moi, quand je suis arrivé ici à 30 ans, le télétravail devait faire renaître la Lozère.
La Lozère, elle n'a pas eu besoin de renaître, elle est toujours là, mais le télétravail, ça représente quelques dizaines de personnes. Donc il faut, là aussi, il faut y réfléchir, le mettre en place, mais il faut pas, ça n'est pas une panacée, quoi. Donc il faut là aussi intégrer ces outils. Monsieur Georges Roch, merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci à Julie Déco pour l'aide apportée à la réalisation de ces rencontres autour du lexique amoureux de Montpellier. Je tiens à remercier Radio Lodève pour l'enregistrement de cette rencontre et tout particulièrement Anne pour la technique et surtout son enthousiasme. Merci à la médiathèque de Lodève pour son soutien, aussi pour l'intervention autour du lexique amoureux de Montpellier. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres. Merci et à bientôt. À bientôt.